bien, nous allons reprendre et nous allons entendre les deux dernières communications de la journée pour cette session numéro 4 intitulée Discours et théorie de la pratique. Nous allons entendre tout d'abord une communication qui porte sur George Sand, puis une communication qui porte sur Lotte Reiniger, deux femmes qui ont pour point commun d'être célèbres, d'être connues, mais dont certains pans de l'activité sont au contraire très méconnus. Et c'est ça qui est très intéressant dans leur cas, soit que du côté de George Sand, il y ait un pan très important de son activité qui soit largement inconnu, et c'est une sorte de question qui n'a pas été interrogée du tout, ce qui est fascinant. Soit que du côté de Reiniger, on s'intéresse plus à la matérialité de sa pratique, à la manière dont ces films d'animation sont réalisés. Et puis, il y a un point commun entre les deux, mais ça, on le dira au moment de la transition, si vous n'avez pas abordé la question. Voilà. Donc, je vais tout d'abord présenter Inès Mollard, qui parle de George Sand, puis Jeanne Bernard, dans un deuxième temps, qui va nous parler de Lotte Reiniger. Inès est conservatrice du patrimoine et travaille actuellement pour le Musée de la Culture à Paris. Elle a poursuivi ses recherches dans différents lieux, notamment le musée d'Orsay, où elle s'est intéressée à la figure de la mère marginale dans l'œuvre d'Alfred Stevens, et aussi au musée national Mannien de Dijon, où elle a travaillé sur les femmes artistes de la collection. Et elle va présenter un projet de thèse qui portera sur les femmes artistes dans les milieux romantiques en France. Et ces recherches ont tout d'abord commencé avec un mémoire qui portait sur les femmes artistes photographiées dans leur atelier par Marc Vaux, qui est quelque chose qui a brièvement été abordé hier dans l'une des questions. C'est très intéressant. Voilà, on vous écoute. Donc sur George Sand, par vous, je n'aurais pas choisi la profession littéraire. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation, et merci aussi évidemment au Musée Sainte-Croix, à l'Université de Poitiers et au Phare d'avoir sélectionné ma proposition. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir écouter depuis hier des communications qui sont plus passionnantes les unes que les autres. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de George Sand, né Aurore Dupin en 1804, qu'on connaît pour mille raisons, parce que ça a été une intellectuelle engagée, parce que c'est une femme aussi qui s'est émancipée dans beaucoup de domaines, et puis évidemment, c'était une écrivaine prolifique. Elle a publié plus de 70 romans, une vingtaine de pièces de théâtre, et puis des textes divers, dont une correspondance riche de plus de 20 000 lettres, dont on voit la publication à Georges Lubin. Victor Hugo disait de George Sand qu'elle était la femme la plus importante du XIXe siècle. Gustave Flaubert, quant à lui, lui a écrit « Sous quelle constellation êtes-vous donc né pour réunir dans votre personne des qualités si diverses, si nombreuses et si rares ?» Parmi ces qualités, ces talents, j'aimerais vous en parler de deux aujourd'hui, celui du dessin et de la peinture, une activité qui, loin d'être anecdotique, a été régulière et abondante. George Sand produit plus de 3000 œuvres, des dessins, des aquarelles, des peintures, une production qui reste marginalisée dans l'historiographie. Les travaux consacrés à ses œuvres littéraires sont nombreux. Ceux consacrés à son œuvre artistique, et j'entendrai par là graphique surtout, mais aussi picturale, ont suscité un intérêt plus tardif et aussi, il faut se l'avouer, un peu plus modéré. Ce déséquilibre critique fait écho à un paradoxe plus profond. Il existe chez George Sand un décalage manifeste entre l'importance qu'elle accorde à ses pratiques artistiques et son refus de se considérer artiste dans ce domaine-là. Un refus qui se donne à lire notamment dans le discours qu'elle porte sur sa pratique, dans ses écrits personnels, sa correspondance, dans Histoire de ma vie aussi, son autobiographie publiée en 1859. Reviennent très souvent des formules de minoration, voire de dépréciation. Et donc, alors même que son activité de dessinatrice, de peintre aussi, existe tout au long de sa vie, elle demeure constamment maintenue en marge de toute reconnaissance, y compris donc, et avant tout, par celle qui en est l'autrice. Pourtant, dans L'Histoire de ma vie, George Sand affirme par goût « Je n'aurais pas choisi la profession littéraire, j'aurais voulu vivre du travail de mes mains ». Une formule qui peut renvoyer au travail de la terre, mais qui peut aussi évoquer plus largement une valorisation du faire, une technique, plutôt geste qui engage le labeur. Cette tension soulève
soulève la question de la légitimité artistique, alors même qu'elle est déjà considérée dans le champ de la littérature. Elle peine à se dire artiste en peinture, en dessin. Alors elle n'explique pas vraiment les raisons de cette impossibilité, de cette difficulté. Elle écrit à son éditeur Anténor Joly en 1845 qu'elle peut dire au public sa pensée profonde sous forme de parabole. Et justement, dans son roman Elle et lui, roman autobiographique, en tout cas roman qui s'inspire de la relation qu'elle a entretenue avec Alfred de Musset, elle suggère qu'un artiste ne saurait pleinement se consacrer à plusieurs pratiques artistiques à la fois, comme si leur régime de création, leur régime de reconnaissance était incompatible. La diversité des pratiques, alors même qu'elle existe chez George Sand, semble problématique, sinon impossible. Dès lors, comment interpréter ce discours de dévalorisation? Que disent-ils de la position de George Sand face à ces pratiques artistiques? Est-ce qu'il s'agit d'une posture rhétorique, d'un habitus de modestie, ou est-ce que ça traduit plutôt les normes qui définissent, codifient les conditions de légitimité artistique au XIXe siècle? Alors plutôt que de partir du seul discours, j'aimerais qu'on parte de la pratique elle-même, car avant d'être pensée, commentée ou minorée, cette activité existe, elle s'inscrit dans la durée, pleinement dans le champ de création de George Sand. On ne va donc pas la considérer comme secondaire au regard de l'écriture, mais plutôt interroger ce qu'elle révèle d'une identité artistique fondée d'abord sur le faire. Alors, c'est d'abord dans la formation de George Sand, ou plutôt d'Aurore Dupin, que se dessinent les contours d'un rapport précoce et durable aux arts. Elle passe une grande partie de sa jeunesse à Nohant, dans l'Indre, auprès de sa grand-mère, qui est elle-même artiste, en tout cas qui peint, qui dessine. Vous avez à l'écran à la fois un portrait d'elle représenté en Diane, et puis un pastel qu'elle compose elle-même, et qui représente George Sand alors âgé de 6 ans. Donc cette grand-mère, qui est intéressée par la question des arts, qui s'occupe des arts, veille à ce que sa petite fille reçoive une éducation soignée, où les arts ont une place importante. Et donc, aux côtés de cours d'écriture, de danse, de piano, elle reçoit aussi des cours de dessin qui sont dispensés par une certaine Mademoiselle Greuze, des cours qui ne l'enchantent pas particulièrement, mais qui ont le mérite de lui donner des bases dans le domaine du dessin, bases qu'elle perfectionne ensuite pendant 3 ans au couvent des Augustines anglaises, à Paris, où elle dessine et commence aussi à observer des camarades qu'elle trouve plus douée qu'elle regarde, qu'elle copie. Elle parle notamment dans l'histoire de ma vie longuement du génie d'une certaine Isabelle. Après le couvent, elle continue de se former, cette fois-ci, on va dire, plutôt en autodidacte. Elle est animée par une grande curiosité, elle fréquente les musées, elle fait des copies, elle copie Goya par exemple, elle copie aussi beaucoup d'estampes des XVIIe et des XVIIIe siècles. Vous avez à l'écran un exercice de copie. Alors on n'a pas réussi à identifier le sujet, c'est à creuser, en tout cas ça pourrait être une copie d'après soit Jacques Callot, soit Sébastien Leclerc. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle va vers l'économie de moyens. Pendant ces années-là, donc les années 20, elle s'exerce aussi beaucoup dans le genre du portrait, donc très souvent des portraits de ses proches, ses voisins, des amis qui habitent à Nohant. Vous avez à gauche un portrait dont on n'identifie pas la figure, mais qui pourrait être la première œuvre, le premier dessin signé de sa main. Et puis juste à côté, un portrait de son fils, Maurice Sand, qui est né en 1823, qu'elle portraiture à de nombreuses reprises. Et celui-ci est intéressant parce que c'est la copie, enfin elle copie elle-même un portrait qu'elle a commandé à un autre artiste, Candide Blaise, et le costume, qui est en costume d'artilleur ici, voilà, fait couler beaucoup d'encre dans sa correspondance lettre à la fois à son fils et à sa mère. Elle pratique aussi beaucoup le genre du paysage, alors soit de paysages qu'elle a vus en se baladant à Nohant, soit des paysages qu'elle peut voir lors de ses voyages. Elle voyage beaucoup en compagnie de son mari Casimir de Divan de 1822 à 1830. J'avais envie de vous montrer ces deux paysages-là, ces deux grands dessins qu'elle réalise vers 1825. Elle est dans les Pyrénées avec son mari, et c'est les deux seuls dessins de ce voyage pour lesquels on sait en quoi les lieux ont été importants pour George Sand. À gauche, vous avez les grottes de Lourdes, l'endroit où Aurélien de Sèze, qui est alors son ami, son compagnon, son amant un peu platonique, lui aurait fait ses adieux, lui prêtant le serment aussi de l'aimer toute sa vie aussi fort que sa mère et que sa sœur, c'est pour dire. Et puis à droite, une représentation d'elle, alors soit en train de lire, soit en train de dessiner.
une composition qui fait aussi écho à la tentation de Saint Antoine, qui pourrait illustrer le désir qu'elle a envers Aurélien de Sèze à ce moment-là, et surtout des saints importants puisqu'elle le conserve. Elle choisit de l'encadrer et de l'exposer à Nohant chez elle. Voilà. Donc, et puis voilà, c'est une pratique qui s'installe finalement. Une pratique qui s'installe au point que, à un moment donné, elle va songer à en faire sa profession. George Sand a d'abord voulu être peintre plutôt qu'écrivain. On est en 1831, elle s'est séparée de son mari, pas encore juridiquement, mais en tout cas, elle a réussi à se séparer de lui. Elle passe 6 mois à Nohant, 6 mois à Paris, et donc elle arrive à Paris et il lui faut trouver un moyen de subsistance. À ce moment-là, 2 pistes s'offrent à elle. La première, c'est la décoration de boîtes de spa. Donc, c'est des boîtes en bois qu'elle décore de scènes romantiques, de paysages. Et puis la deuxième piste, c'est celle des portraits, hein, donc elle a déjà beaucoup peint, qu'elle a déjà beaucoup dessiné dans les années d'avant. Portrait beaucoup de ses proches. Je vous ai mis ici le portrait de sa portière, un des portraits de sa portière qu'elle expose, qu'elle met en montre dans un café du quai Saint-Michel à Paris, espérant que cela pourra lui rapporter de nouveaux modèles et donc de nouveaux clients. En fait, il se passe quelque chose en 1832 qui change un peu la donne. C'est la publication de son roman Indiana, qui rencontre un grand succès et qui fait que désormais la littérature est capable de lui apporter la reconnaissance et surtout la stabilité financière que la peinture ne lui garantit pas. Elle s'engage donc sur la mer orageuse de la littérature, comme elle le dit. Ses productions artistiques deviennent un peu moins nombreuses. Le recul de cette pratique qu'elle a envisagée un temps comme pouvant être professionnelle ne signifie pas qu'elle abandonne le dessin et la peinture. Elle continue toute sa vie. Et c'est dans un autre registre, peut-être plus intime, en tout cas plus expérimental, qu'apparaissent ce qu'elle nommera elle-même au crépuscule de sa vie, les dendrites. Alors c'est une technique qui consiste à appliquer sur une feuille de papier une ou plusieurs taches d'aquarelle ou de gouache diluées à l'eau, puis à poser, presser et retirer une feuille de Bristol sur cette surface, une opération dont naissent des formes imprévisibles, souvent arborescentes, aux allures de ramification minérale, qui donnent donc, à partir de 1874, leur nom à ses œuvres. J'avais envie de vous montrer celle-ci en particulier, l'île au rocher, parce que la technique est assez exceptionnelle. En tout cas, elle diffère de ce qu'elle fait sinon d'habitude. En fait, elle a donc pris une feuille dont elle a masqué la partie inférieure. Sur la partie supérieure, elle a donc posé ses taches de couleur. Elle a pris une troisième feuille de Bristol qu'elle a apposée sur cette partie supérieure, qu'elle a pressée, qu'elle a retirée, et qu'elle a apposée sur la partie inférieure. J'espère que c'était clair. Partie inférieure donc qui était libérée de son cache, et c'est comme ça qu'elle obtient le reflet de cette île rocher dans l'eau. Avec les dendrites, George Sand semble franchir un seuil, elle qui se juge assez peu originale dans des genres plus académiques comme celui du portrait, mais au point ici un procédé singulier qu'elle expérimente, qu'elle affine, qu'elle répète, au point d'en faire une forme presque immédiatement reconnaissable, presque une manière, une signature. En tout cas, c'est ce qu'on aurait envie de dire aujourd'hui, parce que ce qui frappe, c'est le contraste entre cette grande originalité, cette inventivité, et le discours qu'elle porte sur sa pratique, un discours quasi constant de dévalorisation et qui traverse l'ensemble de ses écrits donc et de sa carrière. Peindre et dessiner relève pour George Sand du domaine de l'amusement. Elle écrit alors qu'elle est à Nohant en 1831 à son ami Émile Rugnot, qui est peintre. Je me porte bien, je dessine à force, cela m'amuse toujours. Et puis quelques semaines plus tard, elle évoque 2 petites aquarelles que je m'amuse à barbouiller le soir. Barbouiller, s'amuser, autant de termes donc qui minorent délibérément la portée de son activité, en tout cas qui montrent qu'elle ne les prend pas vraiment au sérieux. Ce discours se prolonge dans la manière dont elle juge la valeur de ses œuvres, valeur assez minime selon elle. Lorsqu'Edmond de Goncourt lui propose de lui faire parvenir un dessin parce qu'il souhaite rassembler des dessins d'écrivains célèbres du XIXe siècle, elle refuse, et dans sa réponse que vous avez à l'écran, elle insiste sur le caractère mineur de ses œuvres qu'elle compare à des notes de voyage et dont la publication risquerait surtout de la dévaloriser, de la ridiculiser même. Cette dévalorisation touche aussi la dimension marchande de ses œuvres et s'accompagne d'une dépréciation de ses capacités techniques. George Sand insiste souvent sur son absence supposée de talent. Elle écrit par exemple « Plus je dessine, mon pauvre camarade, plus je m'aperçois que je ne sais pas dessiner du tout ». Elle a parfois un ton aussi un peu ironique lorsqu'elle écrit à sa mère « Je fais des fleurs qui ont l'air de potirons ».
mais cela m'amuse. Et même quand elle note une forme de progrès, en général, c'est tout de suite neutralisé par une formule dépréciative. Alors là, c'est des formules de 1830, un bruit que je vous ai lu, mais cette posture ne disparaît pas avec le temps. En 1873, alors qu'elle est en train de perfectionner sa technique des dendrites, elle écrit que le dendritage de Morris est la seule particularité de ses barbouillages. Alors, il est vrai que son fils, Maurice Sand, a participé à l'élaboration des fonds de certaines dendrites, mais d'une part, on le rappelle, c'est elle qui met au point le procédé, et d'autre part, il se trouve que pendant les phases de production les plus intenses, Maurice n'est même pas à Nohant. Il y a donc évidemment un décalage entre le discours et la réalité. Les dendrites, c'est pour parler juste de ça, sont un vrai travail. Elles s'interrogent souvent, notamment sur la question des feuilles de Bristol, et on distingue deux périodes quand même assez différentes. D'abord des dendrites entre 1860 et 1865, qui sont des petits formats très abstraits où elle intervient vraiment très peu. Et puis à partir de 1873, des dendrites de plus grand format, dont elle se sert des fonds abstraits qu'elle a créés pour vraiment mettre en scène, créer de véritables paysages. Elle ajoute aussi parfois des personnages, alors en général c'est ses petits-enfants avec leurs chiens. L'intervention de sa main se fait plus affirmée. George Sand, dans cette seconde période, organise, stabilise et achève l'image. Alors on pourrait être tenté d'interpréter le discours de dévalorisation sans concession, comme le signe d'un manque de légitimité propre à la pratique artistique. Pourtant, des mécanismes similaires sont à l'œuvre dans son rapport à la littérature. George Sand ironise très souvent sur ses propres textes, qu'elle qualifie d'écrivaillerie, d'œuvres légères. Elle insiste aussi beaucoup sur la facilité qu'elle a à écrire. Elle écrit comme elle ferait un ourlet. Et donc, si ces discours de dévalorisation présentent des formes similaires dans les deux domaines, leurs effets sont profondément différents. Dans le cas de la littérature, il participe à un processus d'intégration, de légitimation. George Sand reconnaît son autonomie, son autorité, sa place dans le champ littéraire. Ses échanges avec les éditeurs montrent qu'elle tient à sa liberté d'écrire, qu'elle a une vraie responsabilité sur ses textes et qu'elle souhaite en maîtriser la publication. Un exemple parmi d'autres, mais elle met au point des contrats types pour la famille de Germandre, par exemple. Voilà, elle a toute une liste de pas de souhaits, mais d'obligations, notamment le fait de ne pas découper le texte en feuilleton autrement que comment elle a divisé son texte en chapitres. Dans le champ donc de la peinture et du dessin, par contre, les discours tendent à maintenir la pratique dans une position marginale, et donc la différence ne tient pas tant, je crois, aux pratiques elles-mêmes qu'au passage ou non à une revendication identitaire. George Sand se dit écrivaine, elle ne se dit pas artiste. Cela ne signifie pas pour autant une absence de conscience artistique. Si on déplace le regard des discours vers celui des gestes, de la pratique, il y a des ambiguïtés qui apparaissent et qui viennent donc en nuancer la portée. Là, c'est-à-dire que là où les mots tendent à minorer, les faits suggèrent parfois autre chose. C'est ce décalage entre discours et faits qui invite à interroger la manière dont les pratiques circulent et les formes de contournement mises en œuvre par George Sand, non pas pour revendiquer frontalement une identité d'artiste, mais pour en explorer plus discrètement les possibilités. Dans cette perspective, le décloisonnement apparaît moins chez George Sand comme une absence que comme une réalité difficile à saisir, précisément car elle échappe au cadre de légitimité artistique du XIXe siècle. Elle ne suit pas le parcours institutionnel qui pourrait l'aider à s'affirmer comme artiste. Elle suit une formation d'agrément, autodidacte aussi. Elle n'expose pas du tout. Et à cela s'ajoute une contrainte plus structurelle, la difficulté de revendiquer pour une femme écrivaine, mais en fait pour les écrivains de manière générale, de revendiquer simultanément plusieurs identités créatrices dans un siècle qui valorise encore la spécialisation et la hiérarchie des pratiques. Alors la figure de l'écrivain-dessinateur n'est pas une nouveauté propre à George Sand, c'est une figure qui a existé, qui a parcouru évidemment les siècles précédents, mais qui s'impose avec un peu plus de force à la fin du XVIIIe siècle. Avant ça, elle était assez peu répandue à cause d'un interdit catégorique hérité des théoriciens d'obédience classique, c'est le fameux dictum d'Horace ut pictura poesis, qui définit les compétences respectives du peintre et du poète, tout en organisant leur mise en concurrence. Avec les artistes de la génération qu'on a appelée la génération romantique, s'affirme une forme de symbiose entre les arts,
Plusieurs écrivains d'ailleurs s'adonnent au dessin. Pour George Sand, les arts ne se traduisent pas les uns les autres, ils se cherchent, s'épousent et se fécondent. Loin d'une fusion totale donc entre les arts, c'est plutôt dans un jeu de correspondance que se déploie chez elle le dialogue entre les arts. Dans cette perspective, il est possible de considérer certains de ces dessins comme des opérateurs de pensée susceptibles de participer à la construction de récits et d'alimenter certains imaginaires littéraires. Les formes, les paysages, les visions qui sont issues de ces dessins ne se cantonnent pas toujours forcément au champ plastique. Ils peuvent participer aussi parfois à un processus plus large d'élaboration narrative. C'est le cas assez clairement dans son roman fantastique Laura, publié en 1864, une sorte de voyage initiatique qui naît d'une pierre cassée dans laquelle justement apparaissent des formes arborescentes, un voyage dans un monde de cristaux, de roches, qui correspond à son intérêt pour la minéralogie et qui fait évidemment penser au procédé qu'elle met au point quelques années avant, 4 années avant, celui des dendrites. On pourrait se dire que ces dendrites, les premières dendrites en tout cas, ne sont pas un espace d'expression parallèle, mais ont pu être aussi un réservoir opératoire dans le processus d'écriture. Dessiner, peindre et écrire ne relèvent donc pas forcément toujours de domaines séparés, mais participent parfois d'un même rapport au monde, fondé sur le faire, l'expérimentation et la circulation des formes, et qui se donne aussi à lire dans les albums qu'elle conçoit à partir de 1873, des albums dans lesquels elle rassemble des œuvres à destination de ses petits-enfants. Alors, on ne sait pas combien il y a d'albums. On a la chance, en tout cas, d'en avoir un en collection publique depuis peu. C'est un album qui a été donné au musée Georges Sand de la Vallée Noire à La Châtre, dans l'Indre. Un album de 59 dessins, encre, aquarelle, lithographie et photographie, presque tous de la main de Georges Sand, qui couvre une période très longue, quasiment toute sa vie, 1823 à 1874, et dans lesquels on retrouve donc, ce dont on a déjà parlé, des paysages croqués sur le vif, des portraits de ses proches, des paysages de ses voyages, et puis évidemment des dendrites. Voilà, superbes dendrites aux couleurs particulièrement éclatantes, un geste qui dépasse largement la simple réunion d'images matérielles, qui suppose qu'elle a conservé ses productions sur la durée, y compris celles de sa jeunesse et même parfois de son enfance. Alors pas dans cet album, mais dans d'autres, il y a des œuvres de son enfance, littéralement. Donc l'album est je pense, un objet construit, réfléchi, qui donne aussi une sorte d'unité et de cohérence à sa pratique, et par lequel, George Sand manifeste ce qui fait valeur à ses yeux et ce qu'elle choisit de léguer, de transmettre, composant, on peut dire en creux, une sorte d'autobiographie visuelle. Dès lors, le silence ou la minoration de son activité artistique ne doivent pas être comprises comme un manque d'intérêt, voilà, comme un manque d'intérêt ou un manque de conscience artistique, mais plutôt comme l'effet d'un cadre contraignant que Sand contourne sans jamais le formuler explicitement. Ces pratiques ne sont pas cloisonnées, elles peuvent circuler, se répondre et se nourrir mutuellement, mais George Sand maintient malgré tout des barrières dans la manière dont elle se perçoit et se revendique. En tout cas, du côté des pratiques, tout indique une constance et une nécessité. Depuis son installation à Paris en 1831, elle cherchait à s'installer, à se meubler, et elle souhaitait à la fois avoir un bureau pour écrire et à la fois avoir un bureau pour dessiner, jusqu'au dernier jour de sa vie, puisque le dessin s'inscrit toujours dans son quotidien. Le 29 mai 1876, elle écrit dans son journal « Temps délicieux, je ne souffre pas beaucoup, je fais un bon tour de jardin, je donne la leçon à Lolo, je relis une pièce de Maurice. Après dîner, Lina va au spectacle à La Châtre, je joue au basing avec Sanier, je dessine, Lina revient à minuit, je dessine ». Ces 2 mots comptent parmi les derniers qu'elle écrit, puisqu'il vient de clore son journal quelques jours avant qu'elle ne s'éteigne. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors moi, j'ignorais totalement l'existence des dendrites. Et c'est vraiment intéressant parce que ça rejoue ces questions de légitimité, de reconnaissance
est presque une forme d'autocensure cette fois, mais qui est aussi une constante pour sa pratique littéraire en termes de génération créatrice. Hein. C'est vraiment passionnant. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien ténu, mais un lien certes entre Lotte Reiniger et George Sand, qui est le fait que George Sand avait un fils qui avait un théâtre de marionnettes. Et George Sand fabriquait des tissus pour habiller ses marionnettes. Et il se trouve que la marionnette est au cœur du travail qui suit, non seulement autour de Reiniger, bien sûr, mais dans le travail de Jeanne Bernard en général, que je vais donc présenter. Jeanne est doctorante. Elle fait une thèse en co-tutelle entre l'Université de Caen et l'Université Laval au Canada. Elle est normalienne et elle travaille sous la direction de Valérie Jugnot et de Marie-Josée Saint-Pierre. Elle travaille sur les pionnières du cinéma animé et avant d'entamer sa thèse, elle a fait un travail de master sur les liens entre théâtre, marionnette et animation. C'est absolument passionnant. Et pour sa thèse, elle va travailler sur trois réalisatrices de films d'animation canadiennes, Evelyn Lambert, Alma Duncan et Audrey McLaren, qui ont travaillé pour l'Office national du film au Canada entre 1942 et 1980. Là, on va repartir un peu plus loin dans le temps, avant la guerre, avec les travaux et les films animés de Lotte Reiniger. Et il va être également question du fer, de la fabrique, comme on en a entendu parler à l'instant, la fabrique du film animé et la manière dont les savoir-faire artisanaux sont réinvestis dans cette pratique. Et comme on disait tout à l'heure, Reiniger est connu, mais peut-être que les détails de cette pratique le sont beaucoup moins, d'autant plus qu'il y a très peu de travaux d'ampleur, de recherche sur cette réalisatrice. Oui, donc merci beaucoup, merci à tout le monde pour l'organisation de ces journées et puis pour toutes les présentations qu'on a eues avant. Donc moi je vais vous parler de cinéma d'animation et donc de Lotte Reiniger. Donc Lotte Reiniger est une pionnière du cinéma animé. Elle est marionnettiste, illustratrice et elle se situe à la croisée d'une double marginalité, celle du cinéma fait par des femmes et celle du cinéma d'animation. Elle réalise entre 1919 et 1979 près de 70 films, donc essentiellement des courts-métrages, dont 11 sont aujourd'hui considérés comme perdus. Parmi ceux qui sont conservés, 11 ont été réalisés à la période du muet, soit avant 1930, dont le premier long-métrage animé de l'histoire du cinéma, Les Aventures du Prince Ahmed, en 1926. Donc, après un début de carrière à Berlin, donc jusque de 1915 à 1935, Lotte Reiniger quitte en 1939 l'Allemagne pour rejoindre son mari et Jean Renoir en Italie. Et puis elle s'installe en Grande-Bretagne en 1948 et elle y reste jusqu'à la fin de sa vie et elle devient citoyenne britannique en 1961. Elle travaillera notamment pour Primrose Productions, pour laquelle elle réalise une série d'animations de contes dans les années 50. Elle réalisera aussi des films d'information pour le General Post Office et enfin un film en 1976 pour l'Office national du film du Canada, après une très longue période sans réalisation. Elle acquiert aujourd'hui une reconnaissance, mais la documentation historique reste manquante, puisque ses fonds d'archives sont dispersés entre l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. La restauration en 2001 des Aventures du Prince Ahmed, à partir d'un film nitrate préservé au British Film Institute, a fait connaître son travail et a donné lieu lors de la ressortie à des expositions, projections, articles, mais la recherche universitaire reste encore manquante. Le travail principal qui a été mené sur elle est celui d'Alfred Happ en Allemagne. D'autres ouvrages portent sur elle aux États-Unis, notamment la thèse de Vivian Taylor. Et puis il y a également une notice rédigée pour le Women Film Pioneer Project de l'Université Columbia à New York. Et on a également des travaux qui la replacent dans le contexte plus large de l'animation d'avant-garde, ceux d'Esther Leslie, Cécile Starr, Jane Pilling, mais on a très peu de travaux en France, seulement un article de Sébastien Ronflat,
et puis le travail de Pierre Jouvenceau sur le film de silhouette lors de sa thèse. Donc l'auteur Henninger nomme elle-même sa technique Silhouettenfilm, désolé pour mon accent allemand, donc film de silhouette, qui consiste à animer des silhouettes articulées, découpées dans du papier et du carton et éclairées par le dessous, réinterprétant ainsi le théâtre d'ombre dans le cinéma animé. Sa pratique réinvestit des savoir-faire artisanaux associés à la sphère domestique, le geste du découpage et la minutie des ciseaux, une expertise qu'elle va transmettre dans les années 70 par l'écriture d'un manuel qui synthétise techniques et principes esthétiques. Donc dans un premier temps, je vais analyser les techniques employées, puis notamment le geste du découpage de silhouettes qui a réinvesti dans les films. Puis dans une seconde partie, je vais plus parler des discours et de la réception à travers notamment l'analyse de 2 essais, l'un écrit dans les années 30 par Eric Walter White, qui peut être considéré comme l'un des premiers essais dans les théories de l'histoire du cinéma animé. Et puis un second essai écrit 40 ans plus tard par l'auteur Henninger elle-même, Shadow Puppets, Shadow Theater, Shadow Film, et qui poursuit ce geste de théorisation allié à une volonté de transmettre les savoir-faire. Donc, tout d'abord, le réemploi de gestes artisanaux dans le cinéma. Donc ici, vous avez l'ouverture du film Cendrillon, qui met en scène l'animatrice elle-même en train de découper la silhouette avant que la silhouette ne prenne vie. Donc on l'a déjà dit beaucoup durant ces 2 journées, l'historiographie féministe de l'art a émis depuis les années 70 l'idée que les divisions traditionnelles de la recherche intellectuelle ne permettent pas de comprendre les pratiques artistiques des femmes, et la notion d'artisanat notamment a souvent été mobilisée pour disqualifier les objets artistiques créés par des femmes. Ces catégorisations, donc entre les beaux-arts et le populaire, l'art, l'artisanat, le high et le low, sont des hiérarchisations qu'on peut aussi retrouver dans l'histoire du cinéma, qui va délaisser l'étude de formes mineures, donc par exemple le film pédagogique, le film pour enfants, le dessin animé, l'étude du court-métrage aussi par rapport au long-métrage de fiction. Et sont donc des catégories dans lesquelles on va beaucoup retrouver des films réalisés par des femmes. Cependant, le cas de l'auteur Henninger reste complexe, car elle reste une des rares femmes cinéastes qui accèdent à la réalisation dans les années 20 et à une reconnaissance publique, tant à son époque qu'à sa postérité. Elle va être citée dans plusieurs essais donc des années 30 sur le cinéma d'avant-garde et sur le cinéma expressionniste. Et elle prendra également elle-même en charge la théorisation de sa pratique. Et elle a écrit notamment pour 2 revues reconnues, donc Sight and Sound, le journal britannique du British Film Institute, et le journal anglais littéraire Life and Letters Today. Elle va être également accueillie dans des institutions prestigieuses, l'Institut für Culture for Film de Berlin, plus tard le General Post Office en Grande-Bretagne. Ces films vont être projetés par la London Film Society dans les années 30. Elle est connue en France par les membres de la Cinémathèque française. Elle est invitée enfin par l'Office national du film du Canada. Elle fréquente des cercles de cinéastes et d'artistes renommés, Bertolt Brecht, Bertolt Bartosch, Fritz Lang, Georges William Pabst, Jean Renoir, et elle va être invitée également à donner des conférences à Bristol, Londres, Liverpool, afin de présenter le cinéma d'animation. Cependant, ce constat d'une reconnaissance reste à nuancer, puisque s'il est le premier long-métrage en silhouette animée de l'histoire du cinéma, Les Aventures du Prince Ahmed sera également le dernier long-métrage de Henninger. Le travail de l'auteur Henninger est en effet souvent loué pour son charme, pour la virtuosité du découpage, pour sa minutie, des éloges qui vont contribuer paradoxalement à la reléguer aux marges de l'histoire du cinéma dans des pratiques féminines et artisanales. Donc le découpage de silhouettes était un art en vogue en Allemagne dès le XVIIIe siècle, notamment dans les familles bourgeoises et aristocratiques.
Et il continue d'être pratiqué jusqu'à la seconde moitié du 19e, en particulier par les femmes qui avaient appris le maniement des ciseaux dans leur formation aux travaux de couture. Et voici ce qu'écrit l'auteur Heininger dans son texte intitulé Scissors Make Film, et qui va être publié donc dans la revue Sight and Sound, où elle décrit comment sa pratique va naître non pas forcément d'un choix délibéré, mais de gestes appris dans le cadre familial et dès l'enfance. Donc je n'ai jamais eu l'impression que ma passion pour le découpage des silhouettes était un choix délibéré. C'est simplement ainsi que les choses se sont passées. J'ai toujours su le faire assez facilement, comme vous le verrez par la suite. J'étais capable de découper des silhouettes dès que j'ai su tenir une paire de ciseaux. Les silhouettes étaient très appréciées et j'en découpais pour tous les anniversaires. Quelqu'un m'a-t-il prévenu de la direction que prendrait cette voie? Pas le moins du monde. Et puis plus loin, elle précise j'aimais beaucoup le théâtre et le jeu d'acteur, mais monter des pièces dans un petit appartement semait la confusion. Ce fut donc un grand soulagement pour tout le monde lorsque je commençais à utiliser mes silhouettes pour mes représentations, en construisant un petit théâtre d'ombre ou mettre en scène Shakespeare. La paix régna pendant un court moment, puis vint le cinéma. J'avais refusé d'apprendre un métier et je n'avais désormais qu'un seul désir, faire des films à tout prix. Dans un autre entretien avec Léo Bonneville, elle revient encore sur cette pratique. Et elle dit lorsque j'ai grandi, mes parents étaient contents de me voir découper des silhouettes parce que c'était un passe-temps tranquille et qui ne demande pas beaucoup d'espace. Et puis, quand le cinéma est apparu, cela m'a emballée à 7 ans. Donc, à ce moment-là, c'était en 1906. Donc, à 7 ans, j'accompagnais ma grand-mère au cinéma et je me souviens que ce qui m'enthousiasmait le plus, c'était les petits films, les fantaisies de Georges Méliès. Ainsi, le découpage de silhouettes nécessitant patience, habileté, précision a été un domaine dans lequel les femmes ont pu exercer et qui va être réinvesti par l'auteur Heininger. Et ce savoir-faire artisanal va rencontrer les pratiques artistiques des milieux intellectuels et d'avant-garde allemands de l'entre-deux-guerres, puisque l'auteur Heininger, alors qu'elle avait 15 ans, rencontre Paul Wegener lors d'une conférence, qui est donc une figure majeure du mouvement expressionniste allemand, et qui a réalisé notamment le film Le Golem. L'auteur Heininger va également fréquenter le théâtre de Max Reinhardt, et pour attirer l'attention des acteurs, elle va découper leurs portraits en silhouettes, leur offrir ces silhouettes, et c'est comme ça qu'elle va un peu s'intégrer dans ces milieux artistiques. Donc voici quelques photogrammes extraits de films de l'auteur Heininger. Donc elle va d'abord contribuer au cinéma par des créations de génériques ou de décors pour des longs métrages plus longs. Donc notamment les longs métrages de Paul Wegener et de Rokus Gliese. Ces premiers films animés réalisés seuls sont produits par l'Institut for Kulturforschung de Berlin, qui est une société de production de films éducatifs qui constitue aussi un lieu d'expérimentation pour les débuts du cinéma d'animation. Il faut noter que parmi les autres membres de l'Institut, on trouve Bertolt Bartosch, qui est le réalisateur du film animé L'Idée, et qui va collaborer à plusieurs réalisations de l'auteur Heininger. Et également, un autre usage de la silhouette va apparaître donc, dans le théâtre d'ombre, qui est parfois filmé en prise de vue réelle et intégré à des films en prise de vue réelle. Donc là, c'est le cas, par exemple, avec la séquence du pont cassé dans La Marseillaise de Jean Renoir, où l'auteur Heininger a animé les marionnettes en théâtre d'ombre en mettant en scène une pièce qui était populaire à l'époque de la Révolution française. Et puis en 1926, c'est la rencontre avec un banquier, Louis Hagen, qui va permettre à la réalisatrice de financer un long métrage, ce qui est vraiment assez exceptionnel puisque après elle va totalement retourner dans uniquement des courts métrages. Donc ce film fut réalisé dans la résidence de Louis Hagen à Potsdam, installé dans un studio au-dessus d'un garage, et elle va travailler avec une équipe très réduite, donc avec Bertolt Bartosch, réalisateur du film L'Idée, avec Walter Ruttmann également, qui faisait alors des films purement expérimentaux, des films abstraits. Et elle va adapter donc plusieurs épisodes des Mille et une nuits, ce qui va donner les aventures du prince Ahmed.
Elle décrit elle-même le processus dans un texte qu'elle écrit plus tard en 1970 dans The Silent Pictures, évoquant les conditions de production artisanale bien loin des conditions de production des studios américains, par exemple. Donc là, je cite encore l'auteur Heininger. À cette époque, l'animation en était encore à ses balbutiements. Il n'y avait que Félix le chat, les dessins animés de Fleischer et ainsi de suite. Mickey Mouse n'était qu'une lointaine perspective. Pour les cinéastes de cette période, c'était l'âge d'or. Chaque film nous permettait de faire de nouvelles découvertes, de rencontrer de nouveaux défis, de découvrir de nouvelles possibilités, tant techniques qu'artistiques, que nous étions impatients de mettre en œuvre. Nous n'appartenions pas à l'industrie. Et puis enfin, on peut noter qu'elle réalise également quelques films publicitaires, par exemple une publicité pour Nivea en 1922, une publicité pour des desserts en chocolat dits Baracolé en 1924, et puis elle va aussi créer des costumes, des décors, des illustrations, et puis elle va mettre également en scène des pièces en théâtre d'ombre. L'œuvre de l'auteur Heininger est donc multiforme, au croisement de plusieurs pratiques. Entre le cinéma, la scène, le décor, l'illustration, les silhouettes circulent et sont réinterprétées selon les techniques utilisées. Et il faut noter que ces films sont majoritairement des adaptations littéraires de contes et de légendes folkloriques, donc de tout un patrimoine vernaculaire, tout en étant extrêmement influencés par l'avant-garde entre le cinéma expérimental et le cinéma expressionniste. Et à cet égard, donc cette manière de faire artisanale dans lesquelles les femmes seraient plus à même de travailler est aussi celle qui convient à l'expérimentation. Les deux chercheurs, Petrol et Wetzman, parlent de convention artisanale du mode expérimental, ce qui explique que l'auteur Heininger a souvent été classé parmi l'animation expérimentale, alors même que ces films mettent en scène des histoires féeriques qui empruntent au merveilleux, au fantastique, et qui vont pas rechercher l'abstraction ou l'expérimentation purement formelle. Ainsi, si le genre peut rester un facteur explicatif pour comprendre la façon dont Heininger a été reçu, c'est aussi l'ambiguïté de l'œuvre en elle-même qui se situe un peu à la lisière de l'avant-garde, de l'expressionnisme, mais qui ne participe pas non plus complètement au mouvement expressionniste, qui va participer de cette marginalisation. Donc, je vais parler un peu plus longuement donc, de la manière dont elle a été transmise et reçue. Donc tout d'abord, comme je le disais juste avant, dans les écrits sur le cinéma expressionniste allemand, déjà l'auteur Heininger est bien souvent tout simplement absente. Donc par exemple, elle ne va pas être mentionnée par l'auteur Eisner dans L'écran démoniaque, mais elle reste mentionnée par quelques auteurs. Donc par exemple, Bella Balázs, qui est un théoricien hongrois du cinéma allemand, qui mentionne à un moment les ombres de l'auteur Heininger dans l'esprit du cinéma, dans un paragraphe intitulé « Le conte de fées visuelles ». Et la critique est plutôt extrêmement élogieuse, puisque, selon lui, les silhouettes animées deviennent des images cinématographiques absolues. Donc, je cite juste une petite phrase. La puissance qui transforme une silhouette, ce n'est pas la psychologie ni l'optique, ce sont les ciseaux. L'histoire naît à partir de la forme, c'est ce qu'il y a là de non littéraire. Rigoureusement parlant, c'est cela le vrai cinéma absolu. Un autre exemple d'une critique de l'auteur Heininger, mais cette fois beaucoup moins élogieuse, la façon dont Krakauer évoque très brièvement son travail dans un paragraphe intitulé « Les films les moins importants de la période d'après-guerre ». Aux côtés des films historiques, aux côtés des adaptations littéraires, des films de détectives, des films consacrés au chant populaire, il dit, donc à propos de Heininger, il y eut une nouvelle vogue des films historiques et une manie soudaine pour les films consacrés au folk song, juste ce qu'il fallait pour les gens des petites villes et les vendeuses au cœur chaud qui n'avaient rien d'autre. Dans son tout petit royaume, l'auteur Heininger faisait aller ses ciseaux avec diligence, préparant une aimable silhouette de film après l'autre. Donc, alors que Balázs s'intéressait aux gestes de l'animatrice, Krakauer privilégie l'analyse par les publics et par le spectateur, une analyse qui va contribuer à dévaloriser les films. Et puis, je vais passer très rapidement sur la fin. Donc ça, c'était l'essai d'Eric Walter White, Walking Shadows, an essay on l'auteur Heininger silhouette film.
qui est donc le premier ouvrage consacré à l'auteur Heininger. Il fait environ 30 pages et c'est également un des premiers essais sur le cinéma d'animation. Et il est intéressant de noter que le livre a été publié chez Hogarth Press, qui est la maison d'édition fondée par Virginia Woolf avec son frère. Et donc cet essai va tenter de théoriser le film à trucs qu'il oppose au documentaire et il prend l'auteur Heininger comme exemple. Bon, je vais passer assez vite parce que j'ai plus le temps. Donc, l'auteur Heininger va enfin prendre en charge elle-même la transmission de sa pratique dans un ouvrage qu'elle commence à écrire en 1960 et qui va être publié en 1970 à Londres et à New York. Donc, Shadow Puppet, Shadow Theater, Shadow Film, qui est une forme de synthèse en fait de tout son travail qui est entre le manuel, le livre d'histoire et la théorie du cinéma. Et puis dans cet ouvrage, donc elle tente de synthétiser toute l'histoire à la fois du théâtre d'ombre et une histoire du cinéma d'animation. Et elle va chercher à rendre accessible l'animation à tous en faisant vraiment des schémas, en expliquant les différents types de théâtre qui existent, les différents types de manipulation. Elle va détailler toutes les techniques et puis elle va même proposer par exemple des exercices en bas à gauche, donc des exercices pour s'initier à l'art de l'animation. Elle va également par exemple expliquer comment transformer sa table de cuisine en banc-titre. Donc le banc-titre, c'est cet instrument qui permet de mettre une caméra par le haut et puis après il y a plusieurs plaques de verre où on peut mettre différentes couches pour animer ces silhouettes. Et donc elle explique vraiment comment faire de l'animation depuis chez soi en réinvestissant des objets liés à l'espace domestique. Et là encore, on revient donc sur la question de l'espace privé qui peut devenir un espace de création et qui permet à des femmes de se réapproprier les objets du quotidien pour en faire des objets d'expérimentation. Et puis, donc, en fin de compte, l'objectif de ce livre est la diffusion des savoirs. Il s'adresse vraiment à tous, et en particulier à des amateurs. Et le geste de la cinéaste est finalement un geste de transmission par cette pédagogie des techniques. Et puis, juste en conclusion, donc là, j'ai mis ma bibliographie. Et puis, je voulais souligner que la recherche sur Heininger est en train de s'étoffer, mais reste encore difficile à mener. Une difficulté qui s'explique par la dispersion des fonds d'archives et puis par les sujets traités, donc des contes, des fables, des films pour enfants, qui sont des genres considérés comme mineurs et qui restent très largement à explorer. Et puis les films les plus célèbres restent ceux du début de carrière, et en particulier son seul long métrage. Et il y a une absence totale de recherche, par contre, sur toutes les œuvres annexes, les illustrations, les nombreux dessins, toute son activité au théâtre, que j'ai pas trop eu le temps de développer, mais qui reste aussi encore à explorer. Et puis ainsi que toute la partie britannique, enfin sa partie de carrière à Londres, qui est très peu évoquée. Tous les films éducatifs, elle a réalisé également des films publicitaires, qui est tout un corpus en fait qui pourrait être très riche pour de futures recherches. Et puis enfin toute l'activité de Heininger en tant qu'écrivaine, conférencière, et cette volonté de transmettre le cinéma qui serait également à prendre en compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jeanne. Il est intéressant cet avis de Krakauer parce que c'est presque un contresens qui ignore en fait ou qui passe sous silence le fait que la marionnette, le découpage, c'était des pratiques très ancrées et qui ont été réinvesties par les modernistes. Parce que l'avant-garde, c'est aussi ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Y a-t-il des questions ? Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Moi, j'avais une question pour Inès Mollard. Je m'interrogeais sur la manière dont George Sand s'identifie lorsqu'elle dessine. Est-ce qu'elle signe ? Et sous quel nom elle signe ? Sous quel prénom elle signe ? Est-ce que du coup George Sand c'est juste son nom, enfin c'est uniquement son nom d'autrice lorsqu'elle écrit ou en tant qu'artiste aussi ? Et deuxième question, est-ce qu'elle a organisé sa succession ? Comment elle a envisagé la transmission de ses carnets ? Enfin, est-ce qu'elle laisse des écrits sur ça ? Est-ce qu'elle avait fait un testament ? Voilà. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, la question de la signature est assez centrale.
Elle commence à signer donc dans les années 20. Quand elle commence à signer, elle ne date pas, donc on ne sait pas exactement à quel moment elle commence à signer. Elle commence par signer par son nom, Aurore Dupin. Alors c'est soit Aurore Dupin, soit AD, soit Or.D. Voilà, ça se décline de différentes manières. Et à partir de 1832, donc au moment où elle prend le pseudonyme de George Sand, au moment donc où elle publie Indiana, elle signe bien George Sand. Donc ce n'est pas qu'un nom de plume, c'est aussi le nom qu'elle choisit d'apposer sur ses dessins. Et la deuxième question sur la succession. Alors effectivement, elle fait ses albums à destination de ses petits-enfants, dans lesquels elle rassemble les dessins qu'elle a conservés jusqu'ici et qui couvrent toute sa carrière. Elle n'écrit pas spécifiquement sur pourquoi elle choisit tel dessin, combien de carnets est-ce qu'il y a eu. Ça, on ne le sait pas. J'ai pas connaissance d'un testament à ce sujet-là. Et on ne sait pas non plus où est-ce que les albums ont circulé après. C'est pour ça que la plupart, en tout cas ceux dont on a entendu parler, sont encore en main privée aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que ce livre de la Châtre est tout à fait exceptionnel, puisque il est déjà accessible au public. Le musée Georges Sand à la Châtre a valorisé déjà cette acquisition. Et puis voilà, j'imagine qu'il sera valorisé de bien d'autres des manières. Et donc on attend peut-être de nouveaux albums. Il y a un album qui était passé en vente chez Christie's, je crois, en 2023. Plus restreint, c'était un album simplement d'aquarelle, des dendrites pour la plupart. Il y en avait seulement 8. De même, pas d'explication sur pourquoi ces 8-là, où elles ont circulé, à quoi elles étaient destinées. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'elles rassemblent, qu'elles conservent, qu'elles rassemblent et qu'elles lèguent, même si ça reste un point encore creusé. Bonjour, excusez-moi, j'avais la même question du coup, merci pour la réponse, merci pour la qualité des transmissions, et cette fois moi j'avais une question pour Jeanne Bernard du coup. Je me pose la question du choix de l'histoire des aventures du prince Ahmed. Est-ce que l'autre Heininger, elle a écrit quelque chose, pourquoi elle décide de s'inspirer du coup des Mille et une nuits pour ce long métrage? Et est-ce que elle a écrit ou historiquement elle s'intéresse aux formes du théâtre d'ombre ailleurs qu'en Europe, enfin notamment en terre d'islam, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, tout à fait. Vraiment, elle s'inspire beaucoup. En fait, dans son livre Shadow Theater, Shadow Puppet, Shadow Film, elle procède en fait par zone géographique pour faire l'histoire du théâtre d'ombre. Et donc, on va passer par l'Asie, l'Égypte, la Grèce. Et elle a fait 2 voyages, je crois, en 36. En tout cas, elle a fait un voyage en Grèce, un voyage en Égypte. Et puis, il y a la figure de Karagueuse, qui est une figure populaire dans le théâtre de marionnettes autour du bassin méditerranéen, qui l'inspire vraiment beaucoup. Donc, ça explique en fait aussi donc voilà tout ce choix du théâtre d'ombre et puis des silhouettes. Et le choix des Mille et une nuits, en fait, je crois qu'en interview, elle explique ce choix en disant qu'elle a vraiment sélectionné pas forcément les passages narratifs les plus intéressants, mais les passages qui allaient être le plus intéressants visuellement. Donc on a vraiment une accumulation en fait de scènes, par exemple une scène de tempête, une scène de bataille, qui vont être intéressants à animer, à mettre en scène dans le mouvement, plus qu'en fait vraiment l'histoire, enfin le film narratif. Donc c'est ça qu'elle explique. Merci pour ces 2 beaux exemples de décloisonnement. Je voudrais vous faire part de mon immense regret au sujet de George Sand. J'ai vu une exposition, autant que je me souvienne, ça devait être à la fin des années 90, peut-être dans une galerie qui s'appelait Galerie de l'Académie, je ne sais plus. Et c'est là que pour la première fois, j'ai vu une exposition très importante des dessins et des dendrites. Ça m'a fait un choc. Mais je n'avais pas commencé, excusez-moi, je n'avais pas commencé ma collection La Musée. Je la commencerai quelques années après. Cependant, cette exposition a pris un tour tout à fait autre d'expression personnelle. J'ai fait
une autobiographie en 7 peintures, une autobiographie de George Sand et de moi-même, où je comparais nos vies dans des petites, dans des peintures qui relataient de 10 ans en 10 ans sa vie et la mienne. Cette série de peintures est maintenant au musée de Brive-la-Gaillarde, ma ville natale. Je voudrais savoir si vous avez eu connaissance de cette exposition, si les œuvres qui viennent des musées, de la Châtre, de la vie romantique et tout ça, et du Louvre, venaient de cette exposition, et la merveilleuse dendrite collection particulière, comment avez-vous eu accès? Parce que tout ça est resté confidentiel. Ceci dit, c'est très étrange parce que je connaissais la dernière héritière de George Sand, Christiane Sand, qui n'avait pas, avant la date de cette exposition, montré les œuvres, et qui a dû, à mon avis, les vendre pour des raisons financières. Bon, voilà. Comment avez-vous trouvé tout ça? Merci beaucoup pour la question. Elle est incroyable, la coïncidence des portraits, enfin des doubles portraits en miroir. La question des expositions, effectivement, elle est importante. George Sand ne m'expose pas de son vivant. Moi, j'ai trouvé des expositions de ses dessins à partir des années 70. La première, peut-être, à la galerie de l'Échaudé à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et puis, une exposition un peu plus importante, en termes de nombre d'œuvres exposées, plutôt, à la maison de Balzac en 1985 sur les dessins d'écrivains. Où donc pas mal de dessins de George Sand étaient exposés, à laquelle aussi le catalogue rend plutôt justice, avec beaucoup de reproductions. C'était pas la seule femme écrivain à exposer, avoir ses dessins exposés dans cette exposition. J'ai pas connaissance de l'exposition dont vous parlez, mais je la note pour pouvoir la regarder. Au sujet de l'île Rocher dont vous avez parlé, il fallait que je dise aussi que en fait, ce travail plastique n'est pas complètement inconnu, puisqu'on a une thèse publiée, soutenue en 99 sur George Sand et les milieux picturaux, alors qu'il ne s'intéressait pas en détail, ou en tout cas pas que à la pratique artistique, mais qui abordait plus largement ses liens avec le peintre de son temps. Et puis un ouvrage aussi de référence publié par Christian Bernadette en 1994 sur les dessins de George Sand, et donc c'est là que j'ai pu retrouver cette île au rocher qui effectivement est en collection particulière et donc assez peu accessible. Et je crois qu'il y avait une autre question sur la question des ventes. Alors on ne sait pas très bien ce qui a été vendu après son décès. Il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées par sa petite fille Aurore. Elle a beaucoup légué aussi à la ville de Paris, musée Carnavalet d'abord, et puis musée de la vie romantique. C'est comme ça que le fonds du musée de la vie romantique autour de George Sand s'est constitué. Et aujourd'hui, on peut voir des œuvres d'elle à la Châtre, bien sûr, mais donc aussi au musée de la vie romantique ou dans le nouveau parcours permanent, une salle donc dédiée à George Sand, et puis à l'étage, une section sur le paysage où sont exposées certaines de ses dendrites. J'espère avoir répondu et n'avoir rien oublié. On va prendre une dernière question parce qu'il est déjà l'heure de conclure, et si on veut une pause déjeuner assez conséquente, il faut qu'on puisse conclure. Donc on va prendre une dernière question avec une réponse assez courte. Je vais dans l'ordre de ce sera pas vraiment une question, mais une remarque à propos de Lotte Renninger. Si vous auriez la possibilité de voyager à Varsovie, parce que à l'automne, à Varsovie, il sera un festival international de cinéma. Et Otto Renninger, dans la section d'animation, sera une héroïne. À Varsovie, on pourrait voir 6 films de Otto Renninger en automne cette année. C'est super, je savais pas. Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être mettre un terme à cette séance et remercier nos 2 participantes pour leur magnifique communication. Merci beaucoup.